Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Content de vous retrouver, conseiller économique d'Ociam. Bon, dans l'actualité, il y a ce taux d'intérêt à 30 ans. On parle tout le temps du taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans. Là, le 30 ans qui est considéré, nous dit-on, comme le baromètre de la confiance des investisseurs vraiment sur le très long terme, il est à son plus haut niveau, il est à 4,50%. Plus haut niveau depuis la crise de la zone euro 2011. Ça ne rappelle pas des très bons souvenirs. On se dit quoi? On se dit attention, danger, on est sur un seuil psychologique. Il est en train de se passer quelque chose là? D'abord, il y a un danger parce que la maturité moyenne de la dette de l'État français, c'est un peu plus de 8 ans. 8 ans, ouais. 8 ans. Et donc, c'est plus le taux à 10 ans qui influence les finances publiques. Mais le taux d'intérêt à 10 ans est à 3,58 ce matin. Et donc, il continue son ascension irrévocable. Le problème, c'est maintenant le taux d'intérêt. Alors, les taux d'intérêt à 10 ans, à 30 ans, etc., sont nettement supérieurs à la croissance de long terme de la France. La croissance de long terme de la France, en valeur, c'est quoi? C'est 1,5 d'inflation et 1 de croissance, 2,5. Ouais. Et donc, si on prend le taux d'intérêt à 10 ans, 3,57, et on est plus de 1 point au-dessus. Ça veut dire que il faudrait que la France dégage un excédent budgétaire primaire, c'est-à-dire hors intérêt sur la dette, de plus d'1 point de PIB pour stabiliser son taux d'endettement public. En général, tout le monde fait les calculs avec zéro. Enfin, le Premier ministre a fait quelques jours un calcul avec zéro en disant il faut ramener le déficit primaire à zéro. Non, il faut générer un excédent primaire pour compenser le fait que les taux d'intérêt à long terme sont supérieurs à la croissance à long terme de la France. Et donc, le besoin de réduction du déficit qui ramènerait à la stabilité du taux d'endettement public, c'est à peu près 4 points. 4 points de PIB, donc 120 milliards. 120 milliards d'euros. Donc, c'est pas 40 milliards d'économies, c'est 120 milliards. Mais c'est 40 milliards 3 fois. Quoi. Ouais, mais c'est infaisable. Et alors, en plus, si on lit le rapport Draghi, il y a tous les investissements. Et si on l'extrapole à la France, les investissements dans le numérique, dans la transition énergétique, dans l'éducation, il faut au moins à peu près 120 milliards de plus pour la France, il faut 800 milliards pour l'UE. Et donc 120 plus 120, en réalité, le besoin de consolidation budgétaire, c'est 240 milliards d'euros. Donc c'est 8 points de PIB. C'est infaisable. Oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas faire les investissements du rapport Draghi. Et donc, on ne va pas se moderniser, on ne va pas se numériser, on ne va pas améliorer le système éducatif. Et ça c'est un facteur de maintien d'une croissance extrêmement faible. Et deux, on va laisser monter le taux d'endettement public pendant très longtemps. Et ça, c'est un facteur de risque. Alors, il n'y a pas de risque de crise à la Grèce. La France n'a pas de déficit. Cette année a fait un léger excédent de sa balance courante, c'est-à-dire un excédent extérieur, y compris biens et services. Biens et services et les transferts de revenus, et avait un léger excédent de sa balance courante. Aujourd'hui, elle a un léger déficit. Mais ce qui a déclenché la crise des pays du Sud de la zone euro, c'est le déficit, c'est l'énorme déficit extérieur. Extérieur et public. Oui, mais c'était une crise de balance des paiements initialement. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus attirer l'épargne du reste du monde qui finançait leur déficit extérieur. Là, c'est pas utile aujourd'hui. Donc c'est pas ça. Donc c'est un problème uniquement de dette publique, mais il n'y a pas un problème de risque de crise de balance des paiements. Donc ça exclut la tempête financière. On avait Marc Toiti il y a 2 jours sur ce plateau qui a dit, moi le 15 septembre, si on est dégradé par Fitch, il va y avoir une tempête financière sur la France. Non. Il y aura probablement la poursuite de la dégradation des conditions d'emprunt du Trésor. Alors à nouveau, on est 80 points de base au-dessus de l'Allemagne. Peut-être qu'à la fin de l'année, on sera à 100, l'année prochaine, on sera à 130, etc. C'est une dérive rampante. Oui, mais pour qu'il y ait une crise extrêmement... Alors, il faudrait un événement politique brutal, par exemple, l'arrivée d'LFI au gouvernement, donc là, qui serait très, très, très mal reçu par les marchés financiers. Tant qu'Emmanuel Macron est président, c'est exclu, et puis même après. Donc, les marchés financiers ne vendront pas massivement la France. Et puis, il y a un effet de taille. On peut pas... Il y a 3 400 milliards d'euros de dette de la France.
on ne peut pas se débarrasser de 3 400 Non, mais milliards d'euros. on peut ne plus en acheter. On ne peut plus acheter les nouvelles dettes émises par la France. Oui, mais même ça, c'est très compliqué. Vous achetez quoi? Alors, vous pouvez acheter plus d'Allemagne aujourd'hui, parce que l'Allemagne fera un déficit public plus important, mais pas massivement. L'Allemagne avait 2,8% du PIB de déficit public et on anticipe 3,8% dans 3 ans. Donc, Ce qui est déjà une révolution pour eux. Oui, mais ça, c'est une révolution en Allemagne. C'est la fin du frein à la dette, etc. Bon, enfin, c'est 1 point de déficit public de l'Allemagne en plus. Donc, ça ne va pas manger toute la capacité d'investissement des investisseurs. Non, il n'y a pas de risque de crise financière brutale. Donc quel que soit le scénario politique crédible, c'est-à-dire que absence de gouvernement, pas de budget voté, il n'y a rien qui peut entraîner un début de grosse tension, de stress. Pas de panique, mais de stress. Non, mais je pense que c'est plutôt une dégradation lente. Il y aura... Il y a à nouveau, il n'y a pas de cause. À nouveau, si on avait un énorme déficit extérieur, il suffirait que les non-résidents achètent plus d'actifs français pour créer une crise à la grecque, ou à l'espagnole, ou à la portugaise. Mais il n'y a pas ce problème. Donc pas d'inquiétude. Si, il y a une inquiétude. À nouveau, plus le temps passe, plus probablement les taux d'intérêt vont monter par rapport à ceux des autres pays européens, et plus le besoin de correction du déficit pour stabiliser le taux d'endettement public qu'il faudra bien faire augmente. Et donc cette année, c'est 4 points de PIB. Si on ne fait rien pendant 3 ans, ça sera 5 points de PIB, etc. Donc on a une dérive continue du besoin d'ajustement à la hausse. Mais on peut rester avec 5% de déficit public pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais on ne sait pas combien de temps on peut rester. À nouveau, si probablement ça impliquerait un basculement de la détention des non-résidents vers la détention des domestiques. Pourquoi pas? Les domestiques détiennent 45% de la dette de la France, les non-résidents à peu près 55%. Probablement les non-résidents vont baisser, les domestiques vont monter, mais comme les domestiques épargnent énormément, il n'y a pas de problème de substituer progressivement les domestiques aux non-résidents. Donc je crois pas, à nouveau, je crois pas... Donc à ceux qui nous font peur en disant c'est le chaos si François Bayrou tombe... Non, non, de toute façon... Même si le budget n'est pas voté, même s'il n'y a pas de gouvernement... Oui, mais tout ça est à peu près intégré... Tout ça est à peu près... À nouveau, je pense qu'on sera à 100 points de base au-dessus des taux allemands à 10 ans à la fin de l'année. Donc ça nous mène à 3,80 ça nous mène à 3,80 si les taux allemands ne bougent pas. Pour les crédits immobiliers, pour les crédits à la conso, pour les entreprises, pour leur financement, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Mais plus les taux d'intérêt montent, plus c'est difficile de stabiliser le taux d'endettement public et plus le coût du capital augmente. Donc moins il y a la sphère privée, moins il y a l'investissement des entreprises. Ça coûte cher à la sphère privée de s'endetter. Oui. Mais à nouveau, il n'y a pas de risque de crise panique, ce qui à nouveau serait le cas s'il y avait un déficit extérieur massif, comme on l'a vu dans les pays du Sud. Ouais, après, Alors, il faut voir aussi que cette circulation financière est assez absurde. Parce que plein de gens l'ont dit, mais peut-être parce que vous avez un énorme déficit public qui se finance par de l'emprunt, en gros à moitié auprès des Français. Et les Français épargnent de plus en plus. Et donc probablement, il y a ce qu'on appelle de la neutralité ricardienne, c'est-à-dire les Français sont inquiets sur l'avenir de la pression fiscale, des revenus, donc ils épargnent plus. Des épargnes, donc ils épargnent plus. Et l'État emprunte cet argent pour se financer. Et donc, vous avez une dynamique qui est assez bizarre, que l'État s'endette de plus en plus, les Français ont de plus en plus d'actifs financiers, et les Français recyclent ces actifs financiers en achetant de la dette publique. Et on pourrait... le degré d'absurde a été atteint pendant le Covid en 2020. En 2020, on avait un taux d'épargne, je crois, qui était 25-26%, et l'État a fait le quoi qu'il en coûte, alors que les Français ne pouvaient pas consommer. Donc le quoi qu'il en coûte, l'État a donné plein d'argent public aux Français, qui l'ont stocké sur leur livret A ou leurs assurances-vie, parce qu'ils ne pouvaient pas le dépenser. Donc, en fait, on a une dynamique extrêmement absurde. On ferait mieux d'avoir une baisse du taux d'épargne et parallèlement une baisse du déficit public. Ça ne changerait rien à la consommation et ça éviterait qu'il y ait cet effet boule de neige de taux d'endettement public. Avec une charge de la dette, ce qu'il faut payer en remboursement d'intérêts tous les ans par la France,
qui n'est pas insoutenable et qui le donne de plus en plus. 66 milliards en 2025. Il y a encore 3-4 ans, on était à 20 ou 30 milliards. Je veux dire, 80 milliards en 2026. Et puis très rapidement, on va passer à 100 milliards d'euros par an. Mais c'est vrai que c'est de l'argent qu'on pourra mettre ailleurs, quoi. Oui, mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'écart entre le taux d'intérêt à long terme et le taux de croissance de l'économie. Hein. Et donc, aujourd'hui, à nouveau, on a presque 110 points de base d'écart. Hein, et le taux d'intérêt à long terme est supérieur au taux de croissance de l'économie. Et ça, c'est ce qui est très mauvais, parce que c'est ça qui fabrique de l'accumulation de dette publique, une pression à la baisse sur les investissements, sur les achats de logements, etc. La BCE ne peut pas nous aider dans ce cadre-là? Non, elle ne peut rien faire, la BCE. La BCE a le Transmission Protection Mechanism. Ouais. Simplement, le TPM, elle ne peut le déclencher que s'il y a une correction de la stratégie budgétaire assez brutale, quoi. Alors d'abord, elle ne déclenchera pas à 80 ou à 100 points de base de spread, elle déclenchera beaucoup plus haut, et puis elle impose... 150 points de base? On n'en sait rien, c'est l'ambiguïté constructive, comme on dit sur la politique monétaire. Mais ça, c'est pas à 100 points de base que la BCE va acheter de la dette française. Et si elle doit acheter de la dette française, elle imposera une consolidation budgétaire assez brutale. Hein. Donc, sûr que ce sera très très bien vécu en France que l'extérieur nous impose. Bah oui, mais à nouveau, même si on reste à 5% du PIB de déficit public, ça peut durer pas mal d'années avant qu'on ait une vraie crise financière, quoi. Et pas mal d'années de dégradation insidieuse des conditions d'emprunt du Trésor. Bon, après, on parle beaucoup des tensions sur la dette française. Moi, je note que les obligations britanniques à 30 ans, elles aussi, se sont envolées. Alors, eux, ils sont quasiment à 5,7% sur le 30 ans, pour la première fois depuis 1998. La France n'est pas un cas isolé. Je veux dire, non? Le Royaume-Uni, a un déficit public très important, qui est supérieur l'année dernière au déficit public, ou à peu près le même que le déficit public de la France. 2, il y a une crise politique au Royaume-Uni qui est assez sévère, puisque c'est Nigel Farage qui est en tête largement dans les sondages. S'il y avait des élections législatives aujourd'hui, c'est Farage qui serait Premier ministre. Et donc, il y a une situation de crise financière, de crise financière, de déficit public excessif, une situation politique compliquée, et puis une croissance assez molle. Alors, le Royaume-Uni a un peu plus si on lisse les choses, un peu plus de 1% de croissance, donc c'est une croissance un peu supérieure à la France. Enfin, quand on regarde le passé, le Royaume-Uni a une croissance faible par rapport à ce qui se passait avant le Brexit, quoi. Donc, c'est pas... Et puis, il n'y a pas l'euro. Le Royaume-Uni, c'est peut-être un indicateur de ce qui se passerait si la France n'était pas dans l'euro. Parce que si la France n'était pas dans l'euro, où serait le taux d'intérêt à 10 ans? À 5, à 6, à 7. Et donc l'euro est extrêmement stabilisant. Donc le Royaume-Uni, c'est la Banque d'Angleterre, quoi. Il n'y a pas de BCE. Patrick, à vous écouter, on peut rester avec 5% de déficit encore peut-être pendant quelques temps. Ça veut dire que la dette, ce n'est pas le problème numéro 1 de la France, parce qu'on ne parle que de ça. Mais alors, le problème numéro 1 de la France, c'est ce qu'on fait de la dette. Si on avait une dette qui servait à financer les investissements qui sont décrits par Mario Draghi dans son rapport, personne ne trouverait à redire. Si on avait 5% plus de déficit public cette année, on attend 5,4, ce qu'on va probablement avoir grâce à des annulations de crédit. En fait, il y a eu pratiquement un demi-point de PIB d'annulation de crédit au premier semestre. Si on avait 5,4% du PIB de déficit public, mais que ce déficit finançait des investissements dans le numérique, des investissements dans l'éducation... Il va où l'argent? Il va où cet argent alors? On sait, si on cumule sur quelques années l'augmentation de la dette, l'argent, il va presque pour moitié aux retraites, pour un quart aux baisses d'impôts à la fois des ménages et des entreprises, et pour un quart à la hausse des autres prestations sociales. Parce que, pardon de revenir un peu en arrière, mais moi j'ai regardé le chiffre. Sous Nicolas Sarkozy, 500 milliards de hausse de dette, à peu près autant, un peu moins sous François Hollande, et 1100 milliards sous Emmanuel Macron. Donc à qui la faute? Et où est passé l'argent? L'argent, il est passé dans les retraites. À nouveau, depuis 2017, c'est presque la moitié de la hausse de l'encours de dette.
déficit des systèmes de retraite, alors y compris le système de retraite public, hein, pas uniquement le système de retraite du secteur privé, et puis pour un quart dans les baisses d'impôts, et pour un quart à nouveau dans les hausses des autres prestations sociales, en particulier des dépenses de santé. Hein. Donc ça a été bien investi, cette dette? Mais non, ça n'a pas été investi, ça a été dépensé. Et à nouveau, si on avait la même augmentation de la dette, si on avait fait 1000 milliards d'euros de plus de dette depuis qu'Emmanuel Macron est président, contrepartie d'investissements dans la technologie, dans le numérique, dans la transition énergétique, dans l'éducation, personne n'y trouverait à redire et on prouverait même que cette dette est une extrêmement bonne idée. Donc il ne faut pas se focaliser sur la dette, il faut se focaliser sur les usages de la dette. On a fait un usage de la dette. Alors les baisses d'impôts des entreprises dont on parle beaucoup, c'est un usage extrêmement modeste de la dette. C'est une toute petite proportion A posteriori, la baisse de la taxe d'habitation, qui est très visible. C'est les baisses d'impôts des ménages. Ouais, il ne fallait pas les faire. Tous les Français étaient pour des baisses. Les seules baisses d'impôts des entreprises, c'est la baisse de l'IS et la baisse des impôts de production. Mais le gros morceau des baisses d'impôts, c'est la taxe d'habitation et c'est j'oublie, c'est la fiscalité du capital aussi. Le 30% de flat tax, hein, au lieu d'avoir le taux d'impôt sur le revenu. Et donc, c'est les baisses d'impôts des ménages essentiellement. Mais même l'ensemble des baisses d'impôts, c'est quand même une toute petite proportion de la hausse de l'endettement public. La hausse de l'endettement public, c'est une hausse des prestations sociales au sens large, en incluant les retraites, quoi. Et à nouveau, je pense qu'il faut sortir de cette idée. Je suis très intéressé par le débat sur le taux d'épargne. On sait depuis quelques jours que le taux d'épargne du deuxième trimestre est 18,9%, presque 19%, et tout le monde se plaint en disant « Oh, les Français épargnent trop et donc ils ne consomment pas assez bah oui. ». Mais il faut sortir de cette logique. Ce que les Français ne font pas, c'est qu'ils n'investissent pas assez. Et investir dans quoi ? Ils n'investissent pas les investissements du rapport Draghi dont on a parlé à l'instant. Donc les 4 points de PIB d'investissement qui seraient nécessaires pour faire les investissements suggérés par Mario Draghi. Et donc si on faisait ces investissements, on aurait un déficit d'épargne colossal, on aurait un déficit de la balance courante colossal. Donc si on veut faire les investissements du rapport Draghi, il va falloir qu'on épargne davantage et qu'on consomme moins. Il faut arrêter. Personne ne veut ça. Mais il faut arrêter d'évaluer toutes les politiques publiques sur leur effet sur la consommation. Ce dont la France souffre et la plupart des pays européens, c'est un déficit d'investissement. Donc c'est le produire plus de François Bayrou ? Eh bien, c'est produire plus, mais affecter ce supplément de production à des investissements et pas le distribuer sous la forme de prestations sociales, ou bien consommer moins, épargner plus et investir plus. Tant qu'on n'investira pas plus. Investir dans l'avenir, c'est ça, hein. Oui, mais je suis complètement fasciné par l'idée qu'on continue à évaluer les politiques publiques sur leur effet à court terme sur la consommation. C'est le point de vue de quelqu'un qui a un bon niveau de vie. Allez dire ça, des gens qui gagnent, la moitié des Français gagnent 1900, 2000 euros par mois. Oui, mais d'abord, les Français... Les Français, dans les 20% en bas de l'échelle des revenus, n'épargnent pratiquement pas. Et d'ailleurs, on regarde les chiffres d'épargne brute. Si on regardait les chiffres d'épargne nette, ils s'endettent plus qu'ils n'épargnent. Hein. Donc en fait, ils ont une épargne nette négative. Donc l'épargne, c'est un truc de... l'épargne, ça concerne en gros 60% des Français et surtout le 20% des Français au revenu le plus élevé. C'est la faute des riches. Donc, en gros, ceux qui ont du patrimoine devraient... Mais en gros, il faudrait que les Français... Enfin, soit à nouveau, il faut que l'État change la structure de ses dépenses, donc réduise les dépenses de transfert, augmente les dépenses d'investissement, enfin, il faut faire tout en même temps, soit il faut avoir plus d'épargne pour pouvoir investir davantage. Mais si on reste avec cette logique qu'on veut privilégier la consommation comme objectif des politiques économiques, on va rester en croissance zéro. On va rester perpétuellement en croissance zéro parce qu'on n'aura pas de gain de productivité et qu'on n'aura pas d'investissement dans la technologie. Il faut ou pas, je reviens, je comprends l'idée, est-ce qu'il faut ou pas redresser nos finances publiques ? Ça doit rester un objectif. Mais ce n'est pas l'objectif essentiel, c'est de redresser l'utilisation qui est faite de la dette publique. Si, à nouveau, je répète, si on avait, depuis l'arrivée de Emmanuel Macron, c'est pas très fédérateur. Bah oui, mais si, ça peut être fédérateur. Non, de dire on réduit les déficits. Non, mais réduire les déficits et la dette, c'est pas fédérateur. Expliquer qu'on va
avoir une politique de changement de la nature de la dépense publique. Mais on a France 2030. France 2030, c'est 50 milliards d'investissements. Oui, mais oui, mais enfin, oui, mais enfin, d'abord, est-ce qu'on va les faire? Et puis, je pense que c'est la moitié du chemin qui a été fait. Mais il faut en faire beaucoup plus. Et il faut rattraper nos retards dans le numérique, il faut investir plus dans la transition énergétique, il faut rattraper notre retard sur le système d'éducation. Et si on ne fait pas ces investissements, on va rester à zéro de croissance. Hein. Parce que ce que dit le gouverneur de la Banque de France, François Gallo, c'est qu'il dit, il a raison, il n'y a pas de solution facile sans effort pour réduire le déficit. Comment on le fait accepter aux Français? Mais à nouveau, l'objectif de réduction du déficit, il n'a pas grand sens. L'objectif de réduction du déficit, ça vient du risque de crise de financement de l'État français. Voilà, c'est un sujet. Mais à nouveau, si les investisseurs dans la dette de l'État français savaient que ce qui prête à l'État français est utilisé de façon productive, qui améliorera la croissance économique, la modernité des entreprises, etc., ils prêteraient très volontiers à l'État français. Il n'y aura pas de risque de dette, de crise. Le risque de crise, il vient du mauvais usage de l'endettement public. Risque de crise auquel vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas à un risque de crise brutale. Je crois, si on ne change rien et si on reste autour de 5% du PIB de déficit public, regardez le programme. Enfin, le programme du PS, c'est clair. Hein. Le programme du PS, c'est j'augmente les impôts, je réduis pas beaucoup le déficit et j'augmente les transferts sociaux. Je reviens sur l'âge de la retraite et je soutiens. Bon, c'est à nouveau, c'est un programme pur de soutien de la consommation. Mais il faut arrêter à nouveau de réfléchir en termes de soutien de la consommation. Les Français sont contents quand on leur dit ça. Mais oui, mais simplement, ils sont contents à court terme, mais ils ont zéro de croissance. Hein, et ils ont zéro de croissance depuis un certain moment. Et donc, est-ce que vous voulez rester à zéro de croissance? Hein? Et donc, si vous voulez retrouver de la croissance, il faut investir. Et pour investir, il faut rediriger la dépense publique et il faut épargner davantage. Ouais. Avant de se quitter, on parle que de ce sujet-là parce qu'évidemment, on a compris votre idée, mais il y a dans l'actualité quand même aussi la Fed. Ce qui se passe à la Fed. Oui. Ce que Trump cherche à faire. Comme il n'a pas réussi à dézinguer la tête, Jérôme Powell, il s'intéresse au Conseil des gouverneurs. Oui, et il est en train de mettre en difficulté, en minorité, possiblement. Alors, pour l'instant, on en est loin, hein, mais parce que c'est le FOMC, hein, c'est pas que la Fed, c'est les 7 gouverneurs de la Réserve fédérale, plus 5, enfin le gouverneur de la Banque centrale de la Réserve fédérale de New York, et plus 4 gouverneurs qui tournent. Hein. Ouais. Et alors, il est loin d'avoir la majorité des 12. Hein. Mais il est à 3-4 déjà, non? Il est à 2. S'il peut faire partir Lisa Cook, il sera à 3. À 4 avec Stéphane Miran, il sera à 4. C'est ça. Ouais. Enfin, c'est loin de 12 quand même. Hein, donc, il est toujours minoritaire. Mais ça, c'est son objectif. Je crois qu'il y a un vrai risque quand même sur la crédibilité de la Réserve fédérale. Il y a 2 risques sur la crédibilité. Il y a le fait que Trump veut prendre le contrôle de la Réserve fédérale. C'est la seule institution qui lui a résisté. Il a pris le contrôle de toutes les autres institutions publiques. Hein. Et donc, probablement, il va essayer et probablement, il va y arriver. Il va nommer un président. Il va nommer un chairman qui partage ses idées. Donc, ça fera 5. Et il parviendra bien à en remplacer 1 ou 2. Bon. Et donc, Et puis, deuxième risque, dont on parle beaucoup moins, c'est la politique de financement du Trésor des États-Unis. Le Trésor des États-Unis, il ne se finance pas du tout comme les trésors européens, il se finance à court terme. Il n'y a pratiquement pas d'émissions obligataires. Depuis le début de Biden, en fait. Et il finance en émettant des bons du Trésor à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Enfin, c'est du financement à court terme. Pourquoi pas pour bénéficier de la baisse des taux. Alors effectivement, si les taux d'intérêt à court terme baissent et deviennent inférieurs aux taux d'intérêt à long terme, vous réduisez. Mais simplement, le coût en crédibilité, c'est que tout le monde voit que vous ne pourrez plus jamais remonter les taux d'intérêt, parce que ça aurait un effet immédiat sur la charge d'intérêt payée par le Trésor. Et donc, c'est bien analysé dans la littérature économique. Si vous passez le Trésor d'un financement obligataire à un financement à court terme, en bills, monétaire à court terme, vous perdez la crédibilité parce que vous savez, les investisseurs savent que la Banque centrale n'osera jamais plus monter les taux d'intérêt à cause du coût de cette hausse des taux sur le coût de la dette publique. Ok, tout ça est très clair. Quand on voit les marchés, il n'y a pas non plus de stress d'emballement sur le dollar, sur le taux long. Sur le dollar, on est à 1,17. Oui, ça, c'est plus dégradé.
Mais les marchés sont très très optimistes. Les marchés ignorent les risques sur la crédibilité. Les marchés ignorent les risques sur la crédibilité de la Fed. À nouveau, il y a ces deux risques. Il y a la politique de financement du Trésor et le fait que Trump veut prendre la majorité au FOMC, au Conseil de la politique monétaire. Et s'il arrive à... Le Trésor va continuer à se financer à court terme. Scott Bessent était tout à fait partisan d'un financement à court terme. Et Trump, probablement, va arriver, après le départ de Jay Powell, à prendre le contrôle d'une majorité de sièges de personnes qui votent au FOMC. Donc, à ce moment-là, vous aurez des taux d'intérêt très bas. Ouais. Tout le monde se frottera les mains à court terme, les fonds d'investissement, les gens du private equity, parce que ça fera monter la bourse. Baisser le dollar. Mais c'est extraordinairement dangereux. Parce qu'à nouveau, vous ruinez la crédibilité de la Banque centrale. Vous mettez dans une situation où, pour des raisons politiques et pour des raisons de maturité très courte de la dette publique, la Banque centrale n'a plus la possibilité de remonter ses taux d'intérêt si l'inflation revient. Et donc, quelles conséquences sur les différentes classes d'actifs et sur les actifs en général, à un certain moment, ça fait une crise. Ça fait une crise du marché des actions, ça fait une crise de la devise. Il suffit d'un petit choc inflationniste où les observateurs voient que la Banque centrale n'a pas la capacité à réagir pour dégénérer en crise. Donc je pense qu'un investisseur prudent, compte tenu de cet environnement, évite d'investir en actions américaines, par exemple. Bon, comment on est optimiste et on positive un petit peu là, en cette rentrée, parce que c'est quand même plombant tout ça. Oui, c'est assez. Le géopolitique n'est pas enthousiasmant. Les droits de douane, a priori, la guerre des droits de douane, c'est les droits de douane, on ne sait pas ce qui va en advenir, parce qu'il y a la décision du tribunal fédéral. Ça, c'est vrai, ça. Donc je ne sais pas ce que la Cour suprême dira. Ça sera a priori au printemps 2026, que dira la Cour suprême. Oui, mais ça va. Oui, mais non, je crois que c'est plus vite que ça. Et bon, la Cour suprême doit se prononcer sur les. En réalité, c'est anticonstitutionnel que Trump, le président des États-Unis, n'a pas le pouvoir de fixer unilatéralement des droits de douane. C'est un pouvoir du Congrès. Exactement. Bon, c'est pas exclu que le Congrès vote sur des hausses de droits de douane, hein, mais le Congrès est complètement républicain. Donc, enfin, comment on est positif alors en cette rentrée? Qu'est-ce qu'il y a Elle est où la lumière, hein? Quand même, il y a le changement de politique économique en Allemagne. Je veux dire, si les Allemands avaient tenu leur frein à la dette et étaient revenus à pratiquement l'équilibre budgétaire, alors qu'ils vont aller vers presque 4 points de PIB de déficit, on aurait généré une récession globale en Europe. Et donc, alors, il ne faut pas surestimer l'effet du déficit allemand. À nouveau, c'est 3 à 4 dixièmes de croissance en Allemagne sur les prochaines années en plus. Et comme la croissance était négative en 2023 et 2024 et qu'elle est zéro cette année, ça met l'Allemagne à une croissance de 0,4 qui n'est pas formidable. Mais enfin, ça évite une récession globale de l'Europe, hein, ce changement. Donc ça, c'est positif. Et puis c'est difficile de trouver d'autres choses positives, quoi, parce qu'à nouveau... Les bourses mondiales sont quand même à un niveau assez élevé. Mais c'est complètement irrationnel. Enfin, je veux dire... J'ai remis une pièce dans la machine, allez-y. Oui, mais ça va encore monter, parce que la Réserve fédérale va baisser ses taux d'intérêt et que le successeur de Jay Powell baissera beaucoup les taux d'intérêt, ou essaiera de le faire. Mais ça finira mal. Enfin, vous avez un PER sur le Nasdaq qui est 34, de très grosses inquiétudes qui sortent de temps en temps sur la rentabilité finale de l'IA. Ouais. Il y a 420 milliards de dollars d'investissement dans l'IA, des 5 boîtes qui investissent dans l'IA cette année, et il y a des revenus liés à l'IA très faibles. La plupart des langages d'IA sont en open source, quoi, ça ne rapporte rien, quoi. Donc, et puis ils sont en compétition, ils ont des hausses de salaire pour se piquer les gens de façon extraordinaire. Ok, ça c'est du point de vue des hyperscalers. C'est les producteurs. C'est les producteurs, mais du point de vue maintenant de la productivité dans les entreprises, moi je suis un Acemoglu boy. Et donc je pense que Daron Acemoglu a raison quand il dit que les effets positifs sur la productivité de l'IA seront très petits, parce qu'il y aura un effet local positif, mais il faut regarder les coûts de licenciement, les coûts de changement d'organisation des entreprises, les coûts de requalification, le coût de baisse en gamme d'un certain nombre d'emplois, parce que les gens qui sont liés, par exemple
les codeurs moyens de gamme qui vont être licenciés, ils vont faire quoi? Probablement, ils vont se retrouver chauffeurs d'Uber, quoi. C'est pas un gain. Et donc, il y a une énorme incertitude sur les effets, même sur la productivité de l'IA. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.